what is the relation between blockchains and enforcement and the enforcement agents? Merci, Jos. Je crois que auparavant, je vais essayer de dire ce qu'est, de définir la blockchain, parce que je crois que on en parle beaucoup, comme vous l'avez souligné, on en parle presque tous les jours. On ne sait pas toujours vraiment ce que c'est, donc je vais essayer de vous dire tout ce que vous avez toujours voulu vraiment savoir sur la blockchain, sans jamais oser le demander. C'est vrai que c'est une révolution. On dit qu'il y a 3 étapes, qu'il y a eu l'imprimerie, qu'il y a eu Internet et que maintenant il y a la blockchain. Jusqu'à présent, c'est vrai que on échangeait des valeurs, on échangeait des informations en ayant recours à une plateforme qui faisait office de tiers de confiance. Or, justement, la blockchain, c'est le fait de ne plus avoir besoin d'intermédiaires. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez l'exemple qui est connu dans le monde entier, celui des taxis Uber, par exemple. Lorsque vous prenez un taxi Uber, vous avez 2 ordinateurs qui vont vérifier que vous êtes fiable et que Uber va donc vous fournir le service que vous avez demandé. Et vous allez payer une certaine somme. Et Uber, au passage, prendra une petite commission sur l'opération. Eh bien, la blockchain, elle supprime la plateforme de certification et elle certifie tout le processus en s'appuyant sur la contribution informatique des membres du réseau. Et donc, à ce niveau-là, elle constitue une véritable révolution transactionnelle parce qu'elle modifie tout le processus des échanges. Donc vous voyez déjà un petit peu la perspective que ça ouvre sur notre profession. Aujourd'hui, vous savez que nous vivons donc dans un monde globalisé et que quoi qu'il arrive, on a besoin d'échanges rapides et sécurisés. Et c'est justement ce que va permettre la blockchain, qui va permettre donc d'échanger de façon sécurisée, sans tiers de confiance. Enfin, en tout cas, c'est son but. Nous allons essayer de détourner ce but un petit peu quand même. La blockchain, elle crée de la confiance et elle réduit les coûts, elle fluidifie les échanges. J'ai une définition peut-être aussi qui pourrait vous permettre de comprendre ce qu'est la blockchain. C'est littéralement, la blockchain est une chaîne de blocs, ça c'est relativement simple, avec des containers numériques. Chaque bloc contient des informations de toute nature. Qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces blocs? Il peut y avoir un titre exécutoire, il peut y avoir un titre de propriété, des transactions différentes. Donc vous voyez aussi là les perspectives qui s'ouvrent sur notre profession. Tous ces blocs vont former des données, une base de données qui sont semblables à ce qu'on peut trouver par exemple dans un grand livre de comptes. Imaginez un village, vous êtes dans un village et le grand livre de comptes est installé sur la place du village. Et tout le monde donc peut passer et inscrire une dépense ou une recette, on va dire. Le problème c'est que tout le monde donc certifie ce qui est écrit, tous les gens du village certifient les données qui sont sur ce grand livre de comptes et une fois que les données sont rentrées, plus personne ne peut les retirer. Et là aussi, il y a un grand problème sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Donc, il y a ce serveur central qui crée de la sécurité. Et si vous retirez un seul élément de la chaîne de blocs, vous faites s'effondrer l'édifice. C'est comme un jeu de construction. Donc, vous voyez que les conséquences de cette blockchain sont tout à fait gigantesques. Un autre exemple très concret, si je paie un achat avec une carte de crédit aujourd'hui, la banque enregistre mon paiement et me fournit un relevé de compte. Je lui fais confiance. Il peut y avoir des erreurs. Quand je suis en train de payer sur Internet un service ou un achat quelconque, rien ne me dit que je ne suis pas piraté. Et la sécurité sur Internet n'est pas fiable. Et bien justement, la blockchain, elle tend, ou elle prétend, ou elle le fait vraiment. Elle restaure la confiance dans les échanges cryptés en évitant ces inconvénients. On peut citer par exemple le cas de l'Estonie, puisque Yannick Poul est sur cette estrade, qui sécurise la plupart de ses infrastructures bancaires avec une blockchain et elle se targue d'avoir le taux de fraude à la carte bancaire le plus bas de toute la zone euro. Il nous dira peut-être tout à l'heure si c'est vrai ou pas. Donc c'est une technologie, cette blockchain, qui donne de l'information et de la sécurité sans intermédiaire. Alors, quid des acteurs économiques qui sont là d'habitude justement pour donner cette confiance et précisément les huissiers de justice? La question d'abord, c'est de savoir à quel service s'applique la blockchain et si nous sommes touchés par ces services-là. Elle peut être utilisée, je vous l'ai dit, dans des transactions, elle permet de certifier un contrat, un testament, un titre de propriété,
Par extension, on peut imaginer qu'on peut échanger des décisions de justice, des actes authentiques ou tout autre document. Et puis la blockchain, elle sert aussi à exécuter ce qu'on appelle des contrats programmables, des smart contracts. Alors le smart contract, pour vous donner une petite définition simple, on peut prendre le contrat d'assurance. Je mets un contrat d'assurance dans la blockchain et il est dit, si ma maison brûle, alors je vous rembourserai. If this, then that. En fait, c'est le principe du smart contract. Le problème, c'est que dans la blockchain, on prévoit la naissance du contrat, la vie du contrat et l'exécution du contrat. Et là, vous comprenez bien qu'il y a une conséquence énorme pour notre profession. Donc, la vérification, l'application des termes du contrat ne sont pas effectuées par un tiers. Ça touche aussi les notaires, vous l'avez compris. Toutes ces phases-là sont réalisées par la technologie elle-même. Donc l'apport de la blockchain dans l'exécution des smart contracts est qu'elle fait voler en éclats la personnalisation de l'exécution et son côté humain. Donc on pourrait se demander ce que vont devenir les professionnels impliqués dans ce processus jusqu'à présent. Imaginez par exemple un contrat de leasing sur une voiture. Les voitures auront donc des tableaux de bord connectés. Vous ne payez pas l'une des échéances du contrat de leasing. La serrure est déconnectée, enfin le tableau de bord est déconnecté, vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule. Même chose pour un logement, vous avez une serrure connectée, vous ne payez pas votre loyer ou le crédit de votre logement, on va déconnecter la serrure et vous ne pourrez plus rentrer chez vous. Vous imaginez, ce sont deux exemples tout à fait extrêmes, mais vous tous, ici dans la salle, vous savez quelles sont les conséquences. Ce sont les mêmes que quand vous enlevez un véhicule ou quand vous procédez à une expulsion. Sauf qu'il y a quand même d'autres garanties qui sont données aux débiteurs dans ces cas-là. Donc, vous comprenez bien que la phase judiciaire est plus que touchée, plus que supprimée presque là-dedans. Et évidemment, il y a des bouleversements qui sont très importants. On peut donner le même exemple pour la signification d'ailleurs aussi. On peut prévoir qu'avec la blockchain, on va donner toutes les informations et que la signification circulera au travers de cette chaîne de blocs. Alors, est-ce que ça sonne le glas de nos activités? Non, certainement pas, puisque la théorie qui est numériquement lumineuse est humainement évidente pour sa réalité. Donc il y a des risques. D'abord l'irrévocabilité, l'irréversibilité, puisque nous savons qu'aucune situation n'est figée. Ensuite, le risque lié à l'identité, par exemple. On ne peut pas échapper à la pseudonymie. Il y a des conséquences évidentes là-dessus. Et je crois que les huissiers de justice français ont lancé une plateforme de vérification des identités numériques qui doit être un préalable nécessaire à l'intégration des blocs. Et l'identité numérique est virtuelle, donc l'huissier de justice propose de la lier à une identité physique. Donc il y a une phase de face à face qui permet de répondre à ces exigences et d'ailleurs qui répond aussi aux exigences du règlement européen IADS sur la confiance numérique. Après, il y a aussi le problème de l'auto-exécution du contrat. Donc là aussi, évidemment, ça nous posera quelques problèmes parce qu'il faut savoir si on va permettre à la blockchain d'exécuter le contrat, donc de prévoir le droit de l'exécution en vérité, et ce qui reviendrait à le soustraire à la souveraineté nationale et aux droits de l'État.